Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Futur Plus Humain, le podcast de l'innovation positive de KPMG. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste du numérique. Et à mes côtés, celle qui est à l'origine de ce podcast et qui sera ma complice, Alban Liger-Belair, bonjour. Bonjour. Directrice de l'innovation de KPMG. Alors, c'est le premier épisode, et un premier épisode exceptionnel à plusieurs titres, parce que d'abord, il est enregistré en public. Ceux qui nous écoutent, évidemment, ne peuvent pas le voir, mais je vous le confirme. Également parce que c'est l'occasion de dévoiler le book de tendance 2025 de KPMG. On va en parler dans une seconde. Et puis, exceptionnel aussi parce que nous recevons un invité. C'est le paléo-anthropologue Pascal Pic. Bonjour. Bonjour. Pascal, avant de vous donner la parole et avant de vous écouter attentivement, Alban, voyons un peu ce qu'il y a dans ce book qui a pour thème cette année l'économie de l'intelligence. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quelles sont les grandes lignes et selon KPMG, comment se dessine le futur de l'innovation? Il y a une véritable accélération. Et le risque, c'est qu'on soit tellement omnibulé par la technologie et la course à la puissance qu'on en oublie vraiment ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est le sens de la collaboration entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Que voulons-nous en faire? Que voulons-nous faire de cette intelligence artificielle? Comment devons-nous nous en servir pour bâtir un futur qui soit plus humain? Et donc, c'est ça le bout de tendance de cette année. On a vraiment voulu aller explorer, au-delà de la problématique de l'innovation technologique, celle du progrès que nous en attendons. Évidemment, ce book ne cherche pas à prédire l'avenir, mais on cherche vraiment à questionner notre rapport et notre rapport à la technologie et cette vision de l'hybridation de l'intelligence humaine avec les machines. Et on souhaite donc, à travers ce book, ouvrir un dialogue que nous aurons à cœur de faire vivre au fil des prochains mois. Pascal Pic, je l'ai dit, vous êtes paléo-anthropologue, vous avez été maître de conférences au Collège de France. Vous êtes, on le sait, l'auteur de nombreux ouvrages dont l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, et puis votre dernier livre qui s'intitule L'IA, le philosophe et l'anthropologue chez Odile Jacob. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui pousse un paléo-anthropologue à s'intéresser à l'intelligence artificielle? Nous sommes évidemment très intéressés par les processus d'évolution de la lignée humaine. Et une particularité de la lignée humaine, depuis 2 millions d'années, quand les premiers vrais humains qu'on appelle Homo erectus apparaissent en Afrique, ils inventent une autre évolution, un autre type d'adaptation, qui s'appelle la coévolution bioculturelle. C'est-à-dire que nous, les humains, à travers toutes les espèces qui sont succédées, jusqu'à nous, les sapiens, nous avons toujours coévolué d'un point de vue morphologique, physiologique et cognitif, avec nos innovations techniques et culturelles. Donc nous avons cette double articulation. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans cette situation, mais avec quelque chose de très nouveau, c'est que jusqu'à présent, pendant 2 millions d'années, une fois de plus, c'était des inventions, des innovations qui étaient destinées à améliorer à la fois notre mode de vie, nos modes de survie pour accéder à la nourriture et autres, se protéger de l'environnement, les habitats, les vêtements, bon, tout ça. Jusqu'à récemment, donc, avec des objets dédiés, avec des actions physiques, les voitures, les avions, les vélos, etc. Là, ce qui est nouveau, et c'est important, on y viendra certainement, de voir que les cultures vont l'aborder différemment, c'est la question de nos rapports à ces intelligences artificielles. Il s'est toujours passé quelque chose qu'on a du mal à expliquer, je vous l'accorde. Les grandes innovations comme ça majeures ne sont jamais apparues qu'une seule fois. Le feu, on est très surpris, il apparaît dans différentes régions. Les agricultures sont apparues dans différentes régions sans qu'il y ait de contact dans ces régions-là. Là, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, on a un raz-de-marée dans un monde complètement connecté qui est le nôtre. Et puis, vous l'avez dit, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est l'adoption la plus massive d'une technologie à l'échelle mondiale, mais en plus qui touche tout le monde. Donc on sent que vous êtes un optimiste d'une certaine manière face à cette révolution. En tout cas, vous l'embrassez avec bienveillance. L'évolution, on ne peut pas l'arrêter d'une certaine manière. Alors le progrès, c'est une autre chose. Il ne faut pas confondre l'innovation et progrès. Et le progrès, c'est justement ce que vous disiez. Quels seront les facteurs humains qui seront dans ces nouvelles coévolutions qui se mettent en place? C'est-à-dire que l'évolution, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est des périodes de relative stabilité, des périodes d'évolution au sein des écosystèmes et des périodes de changement très rapides. Ce qu'on appelle les ponctuations. Et nous sommes là aujourd'hui dedans. Si vous dites à un groupe, vous prenez des gens qui, en moyenne, sont à peu près la même aptitude. En moyenne. Vous dites à un groupe, vous êtes les meilleurs. Vous dites à l'autre groupe, vous êtes des crétins. Vous êtes sûr que
dans les années qui suivent, les meilleurs sont les meilleurs et les crétins sont devenus plus crétins. Ouais. Ce qu'on appelle le syndrome de Pygmalion. Alors que si vous faites une approche assez intelligente avec des IA qui accompagnent effectivement ce travail de groupe dans ces tâches, dans ces évolutions, dans ces apprentissages, on s'aperçoit que si vous avez les meilleurs qui sont à 100% et ceux qui sont bons 70%, avec de bonnes IA intégrées dans ce processus, ceux qui sont à 100 vont monter à 110, ceux qui sont à 70 vont monter à 100. Et ce n'est pas du nivellement. Ce qui est important, c'est d'intégrer ces outils qui peuvent apporter beaucoup de solutions. Donc c'est pour ça que, je ne dirais pas que je suis optimiste, mais en tout cas je suis très confiant, mais ça nécessite une refonte considérable de nos pensées, dans notre culture, dans nos relations fondamentales aux autres cultures, aux autres intelligences, ce qui implique celle des machines. Dans votre livre, vous avez écrit un livre que vous avez publié récemment en dialoguant avec GPT. Et ma question, c'est pourquoi? Et puis, quels enseignements en avez-vous tiré? Quels questionnements ça a suscité? J'étais assez énervé par le livre de M. Onthoven, je le cite, qui s'appelle L'esprit artificiel, et il dit « Jamais une IA ne pourra philosopher ». Alors j'ai dit chiche, je l'ai fait avec ChatGPT 300, donc je ne l'ai pas refait depuis, je pourrais le refaire d'ailleurs, je pense que j'aurai d'autres réponses, et de montrer comment on peut aborder des questions complexes de philosophie avec de bons prompts, bien évidemment, et une IA. Et je vous assure, c'est surprenant parce que là, le pauvre, il est complètement cerné par des compétences qu'apporte la machine. Alors, maintenant, pour répondre aussi à l'autre partie de notre question, non, je n'ai rien appris. Mais en termes d'assistante, c'est absolument extraordinaire parce que j'avais oublié tel auteur, par exemple, elle me l'avait rappelé. Maintenant, il y en avait qu'elle n'avait pas évoqué, que moi je connaissais, évidemment, parce que moi je suis plutôt interdisciplinaire. Donc voilà. Et surtout, ce que j'ai appris dans tout ça, et ça c'est quelque chose d'essentiel, parce que j'ai eu des témoignages récemment là-dessus, c'est d'éviter ce que j'appelle le piège narcissique. Parce qu'effectivement, ces algorithmes finissent par vous connaître, même si c'est annoncé qu'ils ne vous connaissent pas, mais en tout cas ils vous connaissent. Et soyons clairs, à un moment, ChatGPT me donne 2 réponses, et elle me tutoie, c'est très amical d'ailleurs, tutoie, elle dit choisis l'une des 2. Et là, il faut que je fasse attention, parce que je sais que ça conditionnera en partie les réponses derrière. Et donc là, le vrai piège qu'on a avec ces machines, c'est qu'on le voit très bien dans un film qui s'appelle Her. Ce film, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous le voyez. Vraiment, la difficulté par rapport au collaboratif, justement, elle est celle-là. Ces machines vous apportent tellement de facilité, des fois anticipent un petit peu vos désirs autres, que petit à petit, vous êtes dans une attitude quand même qui vous capte par la facilité qui, quand vous ressortez de cette interaction, vous met en difficulté dans l'incertitude de relations humaines, dans leur imperfection, dans leur complexité ou autre. Donc c'est là que les enjeux par rapport à l'humain deviennent extrêmement complexes. Et c'est ce que j'ai appris effectivement à travers ce livre, et puis qui pose la question, serons-nous jamais capables de détecter un esprit artificiel? La seule chose que je peux vous dire en tant qu'évolutionniste, c'est que les intelligences artificielles ne seront jamais humaines. Jamais humaines. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer en termes d'évolution, venez voir ce qui se passe chez nous, les biologistes évolutionnistes. Ce qui n'est pas connu, c'est que les IA d'aujourd'hui, connexionnistes, elles sont inspirées de la biologie. Eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi le darwinisme artificiel. À partir du moment où vous avez tous ces enjeux, notamment les enjeux conversationnels qui sont connectés, qui échangent de l'information haute, c'est comme un écosystème et on ne sait pas comment ça évolue. Mais l'IA peut peut-être nous aider à déterminer. C'est pas grave, on a connu ça, toute l'histoire de la vie, elle est basée. Nous sommes issus d'écosystèmes, ce qu'on a perdu d'ailleurs, en mettant l'homme au centre de tout dans notre culture. Est-ce que véritablement vous pensez que c'est une évolution qui va transformer la nature humaine? Est-ce que c'est une transformation anthropologique, comme on l'a dit parfois? Et la question subsidiaire, c'est est-ce que c'est en bien, en mal? Est-ce que ça va nous rendre plus bêtes, plus intelligents? Comment vous voyez ça? Un jour, je me retrouve devant une classe de terminale et je demande aux élèves, est-ce que vous utilisez une IA? Alors, je vois bien dans leurs yeux qu'ils l'utilisent. Mais les profs de philo étaient là. Non. Et j'en dis, si, il faut l'utiliser. C'est l'IA coupable. Et là, les profs me regardent d'un furibard. Je dis, oui, mais je vais être très clair. Si vous posez une question idiote, vous aurez des réponses idiotes. Si vous posez des questions intelligentes, vous aurez des réponses intelligentes. Et les questions intelligentes, c'est avec vos profs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et derrière cela, effectivement, ce qui me trouble beaucoup, c'est que, est-ce que ça va être bien ou pas? Je n'en sais rien. Nous entrons dans un monde des intelligences, et ces intelligences vont, avec les intelligences artificielles et les différents groupes humains qui vont les utiliser, avoir des issues, des initiatives, à la fois bonnes ou mauvaises, qui sont complètement insoupçonnées. Donc c'est pour cette raison qu'on a besoin effectivement d'en parler d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique autre, mais c'est amusant parce que lorsque j'ai fait ce livre, il y a vraiment
des sites à Stanford, à Berkeley. Il y a vraiment des groupes interdisciplinaires qui travaillent avec les philosophes, d'emblée, avec les anthropologues. Mais chez nous, l'IA reste encore considérée une affaire donc, de techno. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. Donc, et moi, je pense qu'effectivement, que toutes les expériences que l'on voit dans les entreprises ou que tu as citées dans le domaine de la recherche, il faut les diffuser. Parce qu'on voit bien que ceci, voilà, on ne peut pas faire la balance des avantages et des désavantages, mais pour l'instant, je vois plus d'avantages. Je reviens un instant sur nos rapports aux outils d'intelligence artificielle. Évidemment, on pense beaucoup au Gen AI, enfin aux IA génératives qu'on utilise tous aujourd'hui, même si on s'en cache, vous l'avez dit. Moi non. On l'a bien compris aussi. Dans un de vos livres, je crois, vous dites qu'on traite souvent les machines comme les animaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on développe de l'affect, on évolue avec, on évolue autour, il va se passer la même chose que notre rapport avec les chevaux de trait dans les champs à une époque, etc. Alors en fait, d'un point de vue anthropologique, la façon dont une culture regarde les animaux, c'est la manière dont elle va regarder les machines. C'est un rapport fondamental à l'altérité, c'est-à-dire aux autres entités. Pardon, je suis un peu technique. Et là, je peux vous dire, j'étais quand même très étonné de ce que m'a répondu ChatGPT dans ce livre. Je lui demande, écris-moi une petite scène sur 2 pages avec 4 sages des 4 approches fondamentales du rapport au monde. Alors, je ne vais pas vous les décrire rapidement, mais il y a le dualisme. Nous, on sépare le corps et l'esprit. Et puis, il y a un autre dualisme qui sépare aussi le corps et l'esprit, mais qui est cette fois-ci chez les Japonais et en Extrême-Asie, où là, c'est exactement l'inverse. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, la meilleure école d'éthologie, donc d'étude du comportement des animaux et des autres intelligences, ce sont les Japonais. Pourquoi? Parce qu'ils sont animistes. Et eux considèrent que le monde est un seul même esprit qui s'exprime contraint par les différences de forme. Donc, posez la question au Japon, est-ce que les chimpanzés ont une culture? Ils vous regardent, so what? Nous, on est en train de se bagarrer pour le faire comprendre encore en Europe. Parce qu'effectivement, ça c'est très anthropologique, la manière dont les hommes et les femmes d'une culture abordent l'inconnu, c'est toujours se repositionner sur nos croyances fondamentales. Ça sert à ça. Les récits sur les commencements du monde. On s'en fout que le monde soit créé il y a 6000 ans, en 6 jours, c'est pas la question. C'est un référentiel qui a sa propre rationalité, qui n'est pas scientifique, je vous l'accorde, mais c'est pas la question, qui nous permet de nous positionner aux autres et au cosmos. Voilà. C'est ça l'anthropologie. Et donc, en définitive, je demande à ChatGPT de me donner les 4 représentations fondamentales du monde. Et là, elle m'a sorti un dialogue absolument, un tétralogue, je pourrais dire, absolument fascinant en termes de créativité. J'aurais pu le faire. Mais là, je peux vous dire que ça m'a pris quand même 2 ou 3 mois. Et là, on voit bien, en effet, que l'acceptabilité des robots et des machines, chez nous, c'est très compliqué parce qu'on a ce dualisme, c'est une machine. Et quand vous allez au Japon ou ailleurs, les robots, ils leur disent bonjour, ils les saluent. D'ailleurs, on nous dit, pour faire des prompts, soyez aimable avec ChatGPT, il ne faut pas l'envoyer balader, ou les autres, bien sûr, ou Claude, que j'utilise également, etc. Et ça, c'est tout bête, cette histoire de se dire, mais pourquoi tu vas être poli avec une machine? Parce que du coup, ça va réduire des rapports radicalement différents en termes, donc, effectivement, d'empathie, de partage d'émotions ou pas, et aussi de prise de conscience de ce que cette machine fait ou pas. Et donc, en effet, chez les animistes, c'est un rapport différent de chez nous. Et nous, en fait, notre cartésianisme, alors, c'est pas des cartes, on lui en met trop sur le dos. Mais en tout cas, cette séparation du corps et de l'esprit, chez nous, est quelque chose de très marquant. Et d'où, lorsque on a cette angoisse de se dire, y aura-t-il une intelligence qui nous dépassera ou pas? Ou est-ce que ces machines sont capables d'avoir un esprit? C'est une vraie question intéressante qui est passionnante, je vous l'accorde. Mais qui n'a pas du tout de pertinence, ou peut-être une autre pertinence, dans les autres cultures. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir, à l'échelle de l'humanité, contrairement à ce qu'on avait dit et ce qu'on a craint, surtout nous les anthropologues, une uniformisation des cultures, des régimes alimentaires, ça. Là, on voit des creusets très différents et qui apporteront effectivement dans la diversité des cultures humaines sur cette planète certainement beaucoup de solutions pour répondre aux problèmes globaux auxquels on a affaire. Donc là-dessus, effectivement, je suis optimiste. Oui, d'ailleurs, j'avais une dernière question pour vous sur le rôle, en tant qu'anthropologue. Quel rôle, selon vous, doivent jouer les entreprises pour justement aller vers un développement qui soit responsable, positif en tout cas, de l'IA dans leurs organisations? Je veux dire, je prends une question plus large sur la question égalité hommes-femmes. On me pose la question, comment pour faire changer les choses? Je dis d'abord, c'est l'éducation, c'est les médias et c'est également les entreprises.
Et comme les entreprises, et vous êtes là évidemment, en tant que représentant des entreprises, sont les plus engagées sur ces utilisations des IA ou autres, il faut présenter les bons exemples. Moi, j'ai entendu parler déjà depuis quelques temps de responsabilité technologique. Et ça c'est important. Ces intelligences artificielles, c'est pas que pour les ingénieurs, c'est pas pour le département de l'innovation, c'est pas pour les départements techniques, c'est dans l'ensemble de l'entreprise et ce qui permet évidemment d'augmenter les compétences. Donc, une formule que je reprends qui est dans le book, c'est qu'effectivement, ça ne bouscule pas, ça n'enlève pas les emplois, il y en aura quelques-uns qui disparaîtront, mais ça change les tâches, ça change les formes de travail. Et ça, toutes ces bonnes pratiques, dans ce moment qui est complètement émergent, il faut les faire connaître. Et puis les médias. Les médias jouent un rôle important sur quelle est l'image de l'IA dans les séries, dans les films. Donc les images, la manière de les diffuser jouent un rôle extrêmement important. Et sur l'égalité femmes, vous savez, ça c'est quand même curieux et ça c'est vraiment un enjeu considérable pour les entreprises. On ne peut pas se passer de la moitié de l'intelligence de l'humanité. Et c'est quand même bizarre. Et ça, messieurs, il va falloir que l'on change. Et que l'on soit vigilant. Aller à la chasse avec un arc et une sagaie, pas besoin d'être costaud, ok ? Conduire une voiture, il n'y a pas besoin d'être costaud. Conduire des avions. Et pourquoi se fait-il que sur quelque chose qui nécessite d'être assis, d'interagir avec un clavier et un écran, il y a encore des inégalités sur les métiers de l'IA pour les femmes ? Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas, une fois de plus. Donc c'est là que les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer pour montrer que ça marche, qu'on peut faire des belles choses. Il y a aussi des erreurs, mais puis on a appris. Donc voilà, je fais pas ça parce que car c'est dans le sens du pas les entreprises, mais c'est là que ça se joue avec tous les enjeux que l'on connaît plus largement de RSE et puis responsabilité technologique et sociale. Merci Pascal Pic pour ce message extrêmement positif, inspirant, engageant. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'IA, le philosophe et l'anthropologue, paru chez Odile Jacob. Merci également au public qui était donc présent pour ce premier épisode du podcast KPMG. Et merci à vous, Alban, évidemment. Merci pour l'invitation et pour l'initiative. À noter que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les grandes plateformes, ainsi que sur la page YouTube de KPMG Innovation. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.